Merci beaucoup Tess, et merci comme toujours à l'Athénéum de Philadelphie qui est très gentil de nous accueillir pour cette conférence en français, mais in slow French, c'est-à-dire en français à débit lent. Alors aujourd'hui, nous allons conclure notre série sur les grandes batailles de l'histoire de France. Il y en a eu 6 dont j'ai parlé, il y en a bien d'autres, bien sûr. Et nous commencerons un autre thème dans 6 semaines. Nous parlerons de la vie des écrivains français, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, pour l'instant, notre dernière bataille, Bouvines. Alors, la bataille de Bouvines a lieu le dimanche 27 juillet 1214. Elle se situe dans le nord de la France, près de la frontière actuelle de la Belgique. La Belgique, ou plus précisément le comté de Flandre, qui intéresse le roi français Philippe Auguste, car ce dernier a de grandes ambitions territoriales. Mais plus généralement, la bataille de Bouvines s'inscrit dans une longue série de luttes intestines entre deux dynasties européennes, les Plantagenets et les Capétiens. Alors, la lignée des Plantagenets produit des rois d'Angleterre depuis l'an 1100. En effet, un siècle avant Bouvines, c'est un Français, le comte d'Anjou, qui hérite de la couronne anglaise. Il prend le nom d'Henri Ier d'Angleterre. Il n'est autre que le fils de Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie. Alors Guillaume le Conquérant qui, rappelons-le, a pris la couronne d'Angleterre suite à sa victoire sur le roi Harold II. Il s'agissait alors d'une autre bataille, la bataille d'Hastings en 1066, dont je vous ai parlé lors d'une présentation précédente. Mais revenons à l'époque de Bouvines, car c'est de cette lignée des Plantagenets que descend le roi Jean d'Angleterre, dit Jean sans terre. Alors, outre son ascendance normande et angevine, Jean sans terre est aussi le fils d'Aliénor d'Aquitaine. On le voit donc, les Plantagenets ont des origines continentales. Mais venons-en à l'autre dynastie qui nous intéresse, celle des Capétiens. Alors, les Capétiens, eux, sont d'origine franque. Rois des Francs, ils sont les descendants directs d'Hugues Capet, le petit-fils de Charlemagne. Et depuis Hugues Capet, leur ambition est simple, conquérir le plus grand nombre de territoires afin d'agrandir le royaume français. 3 siècles et demi plus tard, à l'époque de Bouvines, c'est ce que continue de faire le roi Philippe Auguste. Alors j'en veux pour preuve qu'en l'an 1202, Philippe Auguste confisque l'Anjou au roi Jean d'Angleterre. Sa justification est simple. Le souverain anglais lui fait défaut de vassalité en France. Puis, en 1204, Philippe Auguste s'empare de la Normandie. L'empire plantagenet est alors dramatiquement réduit. Sur le continent, il ne reste guère qu'au roi Jean d'Angleterre que le duché d'Aquitaine.
On l'imagine, le souverain anglais vit très mal cette situation. Il va donc former une vaste coalition d'intérêts afin de reconquérir tous ces territoires perdus. Et ce sera l'origine de la bataille de Bouvines. Voyons donc maintenant de quoi est faite cette coalition anti-française montée par Jean sans Terre. Alors, le premier allié du roi Jean, c'est Othon IV, couronné par le pape Innocent III en 1209. Othon est empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est lié aux Plantagenets par sa mère, la princesse Mathilde d'Angleterre, sœur de Jean sans Terre. Othon est donc le neveu du roi anglais. Il attire à lui ses vassaux germaniques, ainsi des seigneurs venus de Saxe, de Basse-Lorraine, d'Alsace, viendront le rejoindre à Bouvines. Autre allié de poids du roi anglais, le prince Ferdinand de Portugal. Il est connu sous le nom de Ferrand de Flandre. En effet, il est l'époux de la comtesse Jeanne de Flandre et de Hainaut. Ferrand fait alliance avec Jean sans Terre car il est en conflit territorial avec Philippe Auguste. En effet, le roi français s'est attaqué aux villes marchandes de Bruges et de Gand. Il met alors en danger le commerce de la laine entre la Flandre et l'Angleterre. Le comte Ferrand a donc tout intérêt à précipiter la chute du roi de France. Troisième allié de Jean sans Terre, le comte de Boulogne, Renaud de Dampmartin. Le comte Renaud règne sur un territoire clé de la Manche, au nord-est de la Normandie. Dampmartin fait donc face aux côtes anglaises. Et depuis la conquête de la Normandie par la France en 1204, il voit d'un très mauvais œil l'expansionnisme territorial du roi Philippe Auguste. Lui aussi a donc intérêt à s'allier à l'Angleterre. Alors, cette grande alliance anti-française conçoit un plan simple et efficace en apparence. Le roi d'Angleterre débarquera dans le port atlantique de La Rochelle, en Poitou. Au même moment, l'empereur Othon envahira la France par le nord-est avec le support de ses vassaux germaniques et de la Flandre. Mais Philippe Auguste n'est pas isolé. Lui aussi a des alliés. Son premier allié, c'est Eudes de Troyes, duc de Bourgogne. C'est un vassal loyal qui avait rêvé dans le passé de mettre la main sur le duché de Flandre. Se battre aux côtés de Philippe Auguste, c'est donc se battre contre son ennemi, Ferrand, comte de Flandre. Le prince capétien Robert II, comte de Dreux, est un autre vassal du roi de France. Il règne sur un territoire situé autour de Paris et de Soissons. Il va répondre à l'appel de Philippe Auguste et se battre à ses côtés. Troisième allié de poids, Mathieu II, seigneur de Montmorency.
C'est l'un des plus grands guerriers français de son temps. Il est connu pour ses hauts faits militaires, en particulier pour le siège et la prise de Château-Gaillard, une forteresse normande. C'était en mars 1204. Si, sous Philippe Auguste, la Normandie est revenue dans le giron français, c'est grâce à Mathieu, seigneur de Montmorency. Voilà donc les personnages principaux qui vont se retrouver lors de la bataille de Bouvines. Mais on ne peut comprendre le déroulement des événements sans parler brièvement d'une mésaventure cruciale qui a précédé la bataille. En effet, 3 semaines avant Bouvines, la France remporte une victoire à Savenières, dans la Loire. On l'appelle la victoire de la Roche aux Moines. Alors, de quoi s'agit-il? Le 16 février 1214, Jean Santerre débarque avec ses troupes sur la côte atlantique, à La Rochelle, comme prévu. Il espère attirer à lui les troupes françaises. Pendant ce temps, l'empereur germanique, lui, envahirait la France par le nord. Mais Philippe Auguste ne tombe pas dans le piège. Plutôt que de diriger son armée vers La Rochelle, il la divise en deux et il envoie son fils, le prince Louis, dit Louis le Lion, à la rencontre des Anglais, tandis que lui se dirige vers le nord à la rencontre d'Othon. Alors le roi d'Angleterre, qui, nous l'avons dit, vient de débarquer à La Rochelle, se dirige vers Savenières. Il veut atteindre une forteresse nommée la Roche aux Moines. Mais Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, défend la forteresse au nom du roi de France. Alors que le 2 juillet, les Anglais se préparent à l'attaque, le prince Louis arrive sur les lieux avec ses troupes françaises. Jean Santerre est surpris et il panique. Il s'enfuit. Il abandonne sur place tous ses engins et ses machines de guerre, ainsi que son trésor royal. Cette fuite sans combattre ruine les plans de la coalition, car désormais les troupes de Philippe Auguste ne peuvent plus être prises en tenaille. Alors, 10 jours après la débâcle anglaise, Othon IV arrive avec ses troupes dans le village de Nivelles. Il se trouve donc sur les terres du Hainaut, chez son allié, le comte Ferrand de Flandre. De là, Othon se dirige vers le château de Valenciennes. Il y établit son camp. Pour sa part, Philippe Auguste s'est installé avec son armée à Péronne, à 80 km au sud-ouest de Valenciennes. Alors, le choix de Péronne n'est pas dû au hasard. La ville possède un château fort construit par le roi de France 10 ans auparavant. De plus, Péronne est une cité commerçante sur la route des Flandres. L'armée française va donc facilement s'approvisionner en nourriture
et en matériel divers. Le 26 juillet, Philippe Auguste quitte la ville de Péronne. Il couvre 70 kilomètres et rejoint la cité de Tournai en Wallonie actuelle. Ce faisant, il contourne par l'est les troupes d'Othon. Sa stratégie, bloquer les renforts des vassaux de l'empereur qui continuent d'arriver. De plus, il veut surprendre Othon en attaquant l'arrière des troupes de l'empereur. Mais des éclaireurs saxons remarquent les mouvements de l'armée française. Et le 26 juillet, Othon décide de déplacer ses troupes vers Mortagne. Alors, Mortagne est une ville bienveillante, car tenue par son allié, le comte Ferrand de Flandre. La manœuvre de contournement du roi français a donc échoué. Et dorénavant, les coalisés ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres des troupes françaises. Alors, furieux et impatient d'en finir, Philippe Auguste souhaite attaquer. Mais ses barons, bien avisés, lui déconseillent la précipitation. Ils sont conscients de l'infériorité numérique des troupes françaises. À contre-cœur, le roi se ravise. Il décide alors de se mettre en route vers la ville de Lille. Alors ce mouvement de l'armée de Philippe Auguste ne passe pas inaperçu. Des chevaliers flamands le poursuivent, sans compter l'empereur Othon, qui, lui aussi, n'est plus qu'à quelques lieues des Français. Pour compliquer l'affaire, la ville de Lille bénéficie d'une protection naturelle. Il s'agit d'une rivière nommée la Marque. Les troupes du roi de France doivent donc traverser la rivière pour atteindre la ville de Lille. Alors, les chevaliers français passent la Marque sans trop de difficultés. Mais l'arrière-garde du roi de France, à pied, est bien plus lente. Philippe Auguste se trouve donc avec une armée coupée en deux de chaque côté de la rivière. Et c'est alors qu'apparaissent l'empereur Othon et ses hommes. Le roi de France est donc contraint de faire demi-tour. Il doit absolument rejoindre ses troupes à pied, menacées par la cavalerie ennemie. Alors, voyons maintenant les forces en présence, en commençant par l'armée de Philippe Auguste. Alors, la majorité des historiens modernes estiment que l'armée royale compte 7000 hommes au maximum. La ville de Paris fournit un corps de 2000 soldats. Les communes du Nord, fidèles au roi de France, Arras et Abbeville, contribuent à hauteur de 3000 hommes. À cela s'ajoutent des chevaliers venus de Bretagne, de Champagne, de Normandie et de Bourgogne. On dénombre alors, comme je l'ai dit, 7000 soldats scindés en 3 groupes distincts. Sur l'aile droite se trouve le duc Eudes de Bourgogne. Il dirige les troupes champenoises et bourguignonnes. Elles sont composées de combattants à pied,
Ils sont armés de lances, d'épées, de haches ou de massues. Mais aussi, il faut le dire, plus rudimentairement de fourches et de faux. Ils sont protégés par une cavalerie légère, les sergents à cheval, rapides et très réactifs. Au centre se trouve Philippe Auguste. Il est entouré de ses vassaux les plus importants. La première ligne du centre est composée de l'infanterie venue de la région parisienne et de Normandie. Ce sont donc des hommes à pied, principalement des piquiers, armés de longues lances et de pieux plantés à terre. Ces pieux ont pour objectif de bloquer les charges à cheval des chevaliers ennemis. Mais les piquiers français protègent aussi leur propre cavalerie lourde. Après chaque attaque, la cavalerie pourra se recomposer avant de lancer l'assaut suivant. À ce titre, le XIIIe siècle marque l'apogée de l'art militaire au Moyen Âge, car une étroite collaboration existe entre les hommes à pied et les hommes à cheval. Il faut bien comprendre qu'au XIIIe siècle, les soldats ne sont pas encore armés de mousquets ou autres armes à feu, tout simplement parce qu'elles n'existent pas encore en Europe. De plus, à Bouvines, ni les Germains ni les Français n'ont fait le choix d'avoir des archers ou des arbalétriers. Ce sera donc une bataille au corps à corps. Alors pour sa part, l'aile gauche française compose la dernière partie du dispositif. On y trouve des chevaliers chargés de diriger la piétaille. Alors pour rappel, la piétaille est composée de soldats du peuple, moins armés, moins équipés que les seigneurs en armure de l'aile droite. C'est Robert de Dreux et le comte Guillaume de Ponthieu qui se chargent de mener ces soldats. On y trouve principalement des Bretons et des Picards. Alors, outre ces trois parties, l'aile droite, le centre et l'aile gauche, il faut aussi mentionner la réserve française. Elle est sous le commandement de Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, mais grand guerrier, cousin du roi de France. Elle ne se compose, cette réserve, que de 150 hommes. Son rôle est simple, protéger le pont de Bouvines, car ce pont est l'unique issue de secours de l'armée royale à travers les marécages. Si la bataille tourne mal et que Philippe Auguste doit battre en retraite, c'est par ce pont qu'il faudra fuir. Alors parlons maintenant de l'armée impériale d'Othon. Il a à sa disposition 9000 hommes. Cette armée suit à peu près le même principe, car les coalisés sont également divisés en trois groupes. L'aile gauche est composée de chevaliers flamands et du Hainaut, sous les ordres du comte Ferrand de Flandre. Le seigneur Arnaud d'Audenarde, officier et bailli de Flandre, assiste le comte sur l'aile gauche. Le centre, lui, se trouve
sous l'autorité directe de l'empereur Othon. Il est épaulé par Thiébaut Ier, duc de Lorraine. Il a avec lui des soldats lorrains, mais aussi du Luxembourg, de Sarre et d'Alsace. Autre seigneur qui accompagne Othon au centre, Philippe III, marquis de Namur. Le marquis est venu en renfort avec ses soldats de Sambre et de Meuse. Il faut aussi mentionner le gendre d'Othon, Henri, duc de Brabant, qui règne sur la Hollande et Anvers. Othon est donc bien épaulé. Il est, avec sa garde impériale à cheval, protégé par des fantassins. Ils adoptent une formation dite en phalange. Lourdement armés, ces hommes se rangent en colonnes successives, hérissées de longues piques. Comme du côté français, ces phalanges ont pour but de bloquer toutes les charges ennemies. Troisième partie du dispositif impérial, l'aile droite. Elle est sous les ordres de Renaud de Dampmartin, comte de Boulogne, proche du roi Jean Santerre. Aux côtés de Dampmartin se trouve un seigneur anglais, le comte de Salisbury. Il est connu sous le nom de Guillaume de Longue Épée. Guillaume est le fils illégitime du roi Henri II d'Angleterre. Il est donc le demi-frère de Jean Santerre et de Richard Cœur de Lion. Guillaume est accompagné de chevaliers anglais, bien sûr. Alors on le voit donc, que ce soit du côté français ou de l'Empire germanique, une grande partie de la noblesse qui compte se retrouve à Bouvines en ce dimanche 27 juillet. Un dimanche, cela a son importance, car le roi de France, soucieux de ne pas froisser le pape Innocent III, ne souhaite pas attaquer le jour du Seigneur. Cela ne se fait tout simplement pas entre ennemis chrétiens. Car Innocent III est un pape puissant et autoritaire. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à excommunier Othon IV en 1210, un an seulement après le sacre impérial. En effet, Othon, une fois devenu empereur, refusait de répondre à l'autorité du pape. Il est donc important pour Philippe Auguste de garder de bonnes relations diplomatiques avec Rome. D'ailleurs, pour affirmer sa chrétienté, Philippe Auguste fait dire une messe sur le futur champ de bataille. Il fait passer une coupe à tous les seigneurs présents. Il leur demande d'y tremper leur pain et de boire le vin en signe de fidélité. Alors pour sa part, Othon, qui est excommunié, n'a rien à perdre à attaquer un dimanche. La première charge vient donc de son aile gauche. Elle est dirigée par Ferrand de Flandre. Avec ses chevaliers flamands, il affronte le duc Eudes de Bourgogne. Eudes va opposer au comte Ferrand ses fantassins, champenois et bourguignons. Il fait terriblement chaud ce jour-là et les Flamands ont le soleil dans les yeux, ce qui les désavantage.
Autre problème, les troupes communales de la ville de Gand et de Bruges, censées rejoindre l'empereur, sont encore en route. Elles n'ont pas atteint Bouvines. Pourtant, Othon décide de lancer une charge au centre. Ses fantassins se dirigent vers le roi français. Le but de l'empereur est clair: percer les lignes royales et capturer Philippe Auguste. S'il y parvient, la bataille sera courte, car très souvent au Moyen Âge, quand un souverain est capturé, l'armée se disloque. On considère alors que Dieu a choisi son vainqueur. L'assaut d'Othon au centre oblige une partie de l'aile gauche dirigée par Dampmartin de se déporter vers le centre afin de soutenir l'effort de l'empereur. À la vue d'Othon, le comte français Aigre III de Coucy se lance au galop et il parvient à désarçonner Othon avec sa lance. Mais Philippe Auguste, tombé de cheval lui aussi, est en grand danger. Le voilà encerclé par des soldats allemands. Il est sauvé in extremis par ses chevaliers qui se détournent de l'empereur Othon. Et selon la légende, c'est Pierre Tristan, le jeune chambellan du roi, qui le protège par sa bravoure. Philippe Auguste parvient alors à remonter à cheval. Alors, pendant ce temps, Philippe de Dreux voit déferler sur l'aile gauche française les troupes anglaises. Guillaume de Longue-Épée, le demi-frère du roi d'Angleterre, vient en effet de lancer une offensive lui aussi. Les Anglais sont épaulés par les mercenaires de Brabant. Mais Philippe de Dreux parvient à arrêter la charge anglaise. Avec sa masse, il désarçonne Guillaume de Longue-Épée qui fait une lourde chute. Et c'est fort heureux, car la mission de Philippe de Dreux est de maintenir ouvert l'accès du pont de Bouvines. Je vous l'ai dit, en cas d'effondrement des troupes françaises, ce serait la seule voie de salut possible pour les troupes du roi. Alors que les combats se poursuivent, une brèche apparaît sur l'aile gauche anglaise. Eudes de Bourgogne en profite. Avec ses soldats champenois et bourguignons, il surprend le comte Ferrand de Flandre. Ce dernier est capturé et c'est le début de la déroute du flanc gauche des coalisés. Simultanément, au centre, l'armée d'Othon éprouve elle aussi des difficultés. Ses fantassins ont du mal à avancer. Ils cherchent désespérément à entrer dans la bataille, mais ils sont bloqués par les corps des blessés et des morts qui s'empilent devant eux. Du coup, ils ont du mal à voir ce qui se passe à l'avant. Ils perdent le contact avec l'empereur Othon et ils voient médusés des chevaliers saxons qui fuient sur les côtés. Le front allemand semble s'être écroulé. Cela crée un effet de panique et c'est la débandade parmi les coalisés du centre. L'empereur
Othon, qui a retrouvé un cheval, est lui-même contraint à fuir, menacé par le chevalier champenois Guillaume des Barres. Mais Philippe Auguste donne l'ordre de ne pas poursuivre l'empereur. N'ayant aucune prétention territoriale sur l'Empire germanique, le roi français ne souhaite pas s'encombrer d'un souverain allemand. Ce que veut le roi, c'est la chute d'Othon après sa défaite, et surtout un nouveau pouvoir germanique plus accommodant avec la France. Alors qu'Othon fuit le champ de bataille, l'Anglais Guillaume de Longue-Épée est en difficulté sur l'aile droite et il finit par être capturé par les Français. Les soldats anglais renoncent alors à se battre. C'est un désordre indescriptible. Renaud de Dampmartin, qui avait si vaillamment combattu, finit par s'avouer vaincu lui aussi et il se rend. Le Français Mathieu, seigneur de Montmorency, capture alors héroïquement 12 bannières ennemies, symbole de la déroute de la coalition impériale. La victoire de Philippe Auguste est donc totale. Sur les 1500 chevaliers français, seuls 2 sont morts. Les coalisés, quant à eux, perdent 169 chevaliers et 131 sont faits prisonniers. On compte en tout près de 700 morts sur le champ de bataille. Un bilan, somme toute, assez modeste. Mais pour les alliés d'Othon, les conséquences de la défaite sont dévastatrices. Tout d'abord, Othon perd sa couronne d'empereur après la bataille. C'est Frédéric II de Hohenstaufen, un allié du roi de France, qui lui succède. Frédéric est couronné empereur du Saint-Empire à Aix-la-Chapelle en 1215. Quant à Othon, il se retire en Saxe, sur le territoire de Brunswick. Il y meurt esseulé en 1218 au château de Harzburg. Alors pour sa part, le roi anglais Jean sans Terre est contraint de signer le traité de Chinon. N'ayant même pas participé à la bataille de Bouvines, sa disgrâce est totale. Il perd définitivement la Normandie, le Maine, la Touraine et l'Anjou, fief historique des Plantagenets. Sur le continent, il ne lui reste plus que l'Aquitaine. Mais il doit payer à Philippe Auguste la somme de 60 000 livres d'or en dédommagement de guerre. C'est d'autant plus coûteux pour le roi anglais, car c'est lui qui avait financé les mercenaires de l'armée impériale. Jean sans Terre rentre donc en Angleterre dans une position très fragile. Et un an plus tard, en 1215, pour garder sa couronne, il est obligé d'accorder à ses barons anglais la grande charte dite Magna Carta. Excédés par les défaites militaires et les impôts royaux, les barons anglais obtiennent une plus grande liberté dans leurs affaires. L'Église anglaise et les guildes de marchands et d'artisans en ressortent renforcées
également. Bref, Jean sans Terre a désormais bien moins de pouvoir qu'il en avait avant la bataille de Bouvines. Alors pour sa part, Renaud de Dampmartin, comte de Boulogne, se voit confisquer ses terres. Philippe Auguste les donne à l'un de ses fils illégitimes, Philippe Hurepel. Et il arrange le mariage de son fils, Hurepel, avec la fille de Renaud de Dampmartin, la comtesse Mathilde. Dampmartin ne sera jamais libéré et mourra en prison 20 ans plus tard, à l'âge de 69 ans. Car, vassal du roi de France, Dampmartin a trahi Philippe Auguste en s'alliant à Jean sans peur. Et cela ne lui sera jamais pardonné, car à l'époque médiévale, le système féodal est régi par les liens très stricts de vassalité. Les enfreindre est une offense quasi irrévocable. Alors, quant au comte Ferrand de Flandre, il est enfermé après la bataille dans une cage. Puis on le transporte jusqu'à Paris et on l'exhibe. Il va désormais passer 13 ans dans la prison du Louvre. Il en sort en janvier 1227, après le paiement de 15 000 livres d'or, la moitié de la rançon exigée par le roi de France. Libéré, Ferrand jure fidélité à Philippe Auguste. Mais pourtant, malgré la défaite de Bouvines, le comté de Flandre n'est pas annexé par la France, car la population des Flandres, qui parle majoritairement flamand, est fort opposée au souverain français. Et cela va rester un échec pour le roi, qui ne parviendra jamais à soumettre la Flandre. Alors pour sa part, l'anglo-normand Guillaume de Longue-Épée, comte de Salisbury, a eu un destin plus heureux. Il est libéré et rentre en Angleterre. Il reste loyal au roi Jean sans Terre, son demi-frère. Le duc de Lorraine et autres vassaux d'Othon sont eux aussi libérés. Car Philippe Auguste ne souhaite pas compromettre ses nouvelles bonnes relations avec l'Empire romain germanique, désormais dirigé par Frédéric II, son allié. En ce qui concerne la France, la dynastie capétienne sort très renforcée de la bataille de Bouvines. Lorsque Philippe Auguste rentre à Paris, c'est un triomphe. Les festivités vont se prolonger 6 jours durant. La bataille de Bouvines est importante car elle débouche sur une consolidation des territoires royaux. Pour la première fois, apparaît la notion de nation française. Et Philippe Auguste, 7e roi de la dynastie capétienne, abandonne l'appellation classique roi des Francs. Désormais, il se fera appeler Philippe II, roi de France. Peu après la victoire de Bouvines, on assiste à une sorte de sacralisation de la bataille dans l'imaginaire collectif français. Le triomphe est perçu comme un jugement divin.
Dieu a choisi Philippe Auguste pour vainqueur et il a sanctionné l'empereur Othon qui avait été excommunié quelques années avant la bataille. Alors, comme toujours, bien après les événements, la bataille de Bouvines est récupérée à des fins politiques. En juillet 1914, une grande souscription est lancée afin de collecter des fonds. Il s'agit d'ériger un monument célébrant les 700 ans de la victoire de Bouvines. Mais à cause de la Première Guerre mondiale, qui éclate le 28 juillet 1914, on retarde l'érection du monument. Il verra pourtant le jour à Bouvines après le conflit. On peut y lire une phrase gravée dans le marbre. C'est celle de l'écrivain Paul Bourget. Je cite: « La bataille de la Marne, c'est Bouvines renouvelée à 700 ans de distance. » En fait, il fait un parallèle curieux entre ces deux batailles, car lors de la fameuse bataille de la Marne, qui s'est déroulée en septembre 1914, la France avait repoussé l'armée du Kaiser, certes, mais avec l'aide des Anglais. L'interprétation historique que fait Paul Bourget est donc un total contresens de la plus pure propagande anti-germanique. D'autant plus qu'à Bouvines, la majorité des troupes étaient flamandes, bien plus qu'allemandes. Et c'est le trésor anglais qui avait majoritairement financé ce conflit contre la France. Bouvines, c'est bien plus un conflit territorial entre la France d'un côté et l'Angleterre de l'autre. La présence d'Othon et de ses vassaux n'avait pas un but de conquête pour les Allemands. Othon était présent car il pensait tout simplement obtenir une victoire et une gloire facile en soutenant son oncle Jean Santerre. Alors pour conclure, je voudrais maintenant faire quelques remarques générales sur l'art de la guerre au XIIIe siècle. Contrairement à ce que l'on dit souvent, les chevaliers du Moyen Âge central, c'est-à-dire du XIe, XIIe et XIIIe siècle, n'étaient pas des brutes sanguinaires. Non, ils ne fonçaient pas sur l'ennemi sans réfléchir. Non, ils n'empruntaient pas le plus court chemin, comme ce fut le cas 2 siècles plus tard à Azincourt, par exemple. Et non, les soldats à pied n'étaient pas des bouchers qui achevaient à la hache tous les chevaliers ennemis tombés de leurs chevaux. Sans vouloir idéaliser les batailles du Moyen Âge central, il convient de faire un constat. On tuait relativement peu. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les batailles se réglaient majoritairement en quelques centaines de morts. Et l'on hésitait à tuer les grands seigneurs médiévaux. Il faudra attendre le XIVe siècle, l'usage grandissant des archers, puis l'apparition de la poudre, des mousquets et des canons pour que le nombre des victimes augmente. Et ce sera alors la fin de l'esprit chevaleresque français.
Il faut bien comprendre qu'au Moyen Âge classique, 11e, 12e, 13e siècle, le résultat d'une bataille peut décider du sort d'un royaume. Nul besoin de centaines de milliers, voire de millions de morts pour que le destin des nations bascule. Une sorte d'écologie guerrière semble contraindre les hommes et gouverner le Moyen Âge central. En fait, les guerres n'existaient pas au sens moderne et industriel du terme. De plus, à l'époque, on avait seulement une fenêtre de quelques mois pour s'affronter. Pour être précis, de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Pour une simple raison, les chevaux ont besoin de fourrage et la pluie ou la neige ne conviennent pas à la cavalerie lourde. De plus, au Moyen Âge central, les combats sont géographiquement très circonscrits. Les batailles se déroulent dans des champs et des clairières à terrain découvert. Alors bien sûr, les pillages existaient et l'on brûlé parfois les villes et les villages. Mais les échelles de grandeur étaient sans commune mesure avec les destructions que nous connaissons à l'ère moderne. Autre différence fondamentale, les chefs sont au combat. L'étude des combats, l'entraînement et le maniement des armes remplit les journées des jeunes seigneurs. Au Moyen Âge, les seigneurs sont en première ligne. Contrairement aux généraux de plateau de nos télévisions, ils n'hésitent pas à mettre en jeu leur propre vie. Les chefs médiévaux, par nature, sont habitués à se battre afin de protéger leur territoire. Les barons vivent dans leur propre chair les horreurs du champ de bataille. De plus, chaque petit seigneur connaît ses hommes. Là encore, je ne cherche pas à idéaliser, mais il faut admettre qu'une relation intime existe entre les seigneurs de chaque fief et leurs troupes. Et soudainement, la période médiévale, si souvent qualifiée d'âge des ténèbres, nous apparaît parfois moins sombre que l'âge éclairé auquel nous pensons appartenir aujourd'hui. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, si vous avez quelques questions, des commentaires, des remarques, en français or in English, n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Eric, je commence, si vous me le permettez. Oui, bien Comme sûr. toujours, une excellente introduction, explication d'une affaire très, très compliquée. Une petite question. Vous avez dit à la fin que les chefs, les rois, les souverains menaient les troupes à l'époque médiévale. Mais pourquoi Jean Santerre, Jean roi d'Angleterre, n'était pas là? Est-ce qu'il était même en France ou est-ce qu'il s'est réfugié dans son palais de Westminster? Alors, Jean Santerre, comme j'ai essayé de l'expliquer, avait conçu un plan. Il a débarqué à La Rochelle, en Poitou, près de l'Aquitaine, sur la côte atlantique. Son but était d'attirer le roi de France,
Philippe Auguste vers le sud-ouest. Pendant ce temps, l'empereur Othon, lui, arrivait par le nord-est. Le roi serait donc pris en tenaille entre l'armée anglaise et l'armée impériale. Mais ce qui s'est passé, c'est que le fils Louis, le fils de Philippe Auguste, est descendu vers le sud-ouest à la rencontre de Jean sans Terre avec la moitié de l'armée française. Et Jean sans Terre a été extrêmement surpris. Il ne s'y attendait absolument pas. Il pensait rencontrer les Français plus au nord. Donc, quand il est arrivé près de Savenière et qu'il a vu les Français, ses troupes n'étaient pas tout à fait encore en place. Il a pris peur, il a paniqué et il a fui. Et il a abandonné, et c'est ça qui est terrible pour lui, beaucoup d'armes. Et il est revenu, il est reparti vers La Rochelle, vers le sud-ouest, et ensuite il est remonté vers l'Angleterre. Donc c'était un terrible déshonneur pour le roi Jean sans Terre. Et d'ailleurs, la fameuse expression française, peut-être que vous connaissez cette expression, pas très agréable pour les Anglais, filer à l'anglaise, elle vient justement de cette fameuse bataille de Bouvines, car le roi Jean sans Terre a filé à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il est parti sans même combattre, et voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Mais c'est vrai que Jean sans Terre n'était pas sur le champ de bataille à Bouvines. S'il avait été présent, la coalition aurait sans doute gagné. Effectivement, j'avais oublié qu'il était là au moins quelques jours avant ça. Oui, il a débarqué en fait quelques mois avant. Il a débarqué en février 1214. Bon, il a fallu que les troupes se mettent en place et c'est vers le 2 juillet, je crois, qu'il a atteint Savenière. Et c'est là qu'il a fait face aux troupes du prince français, du prince Louis. Et c'est là qu'il a paniqué, qu'il est parti. Et 3 semaines plus tard, la bataille a eu lieu entre Othon, le comte de Flandre, bien sûr, et Philippe Auguste. Et Jean n'a pas voulu rentrer en France pour être à la tête de ses troupes. Il avait le temps, non? Oui, enfin, c'était très compliqué. Je vous ai dit qu'il avait perdu pratiquement toutes ses armes. Donc, il n'a pas vraiment perdu d'hommes, puisque c'était une victoire française sans combattre. Il n'y a pas eu de bataille contre Jean sans Terre. Mais ayant abandonné toutes ses armes, comment pouvait-il monter ensuite avec ses hommes au combat? Oui, c'est vrai. Et en plus, il a abandonné une partie du trésor royal. Parce qu'il faut bien savoir que les rois, quand ils partaient faire des conquêtes, ils avaient ce qu'on appelait le trésor royal. Alors, c'était surtout des bijoux, des couronnes, etc. Mais il y avait également des pièces d'or, beaucoup d'argent. Et cela aussi, il l'a perdu. Donc, c'était une déconfiture complète. Il ne pouvait pas participer, même s'il le voulait, à la bataille de Bouvines. Jean était un sale type, donc bien fait pour lui. Merci, Eric. Merci. 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 Alors, y a-t-il d'autres remarques, commentaires, questions peut-être? Non, je vous laisse tous sans voix. So I'm going to ask Tess maybe to speak briefly about our next meeting because we're going to start a brand new cycle. Yes, so I put a link in the chat that I will also email to everyone after, so you don't have to worry about that. So our next meeting will be October 4th, and we'll start a new topic, which I believe, if I'm
translating correctly is naturalist writers. Voilà, tout à fait. Bravo, bravo. Donc, nous allons parler des écrivains, de 4 écrivains français du courant naturaliste et réaliste. On commencera par Honoré de Balzac. Ensuite, nous parlerons de la vie de Gustave Flaubert, Émile Zola, et on va conclure ce cycle avec Guy de Maupassant. Donc, on va rester dans le 19e siècle. Donc, on va changer complètement de thème et de sujet après 6 batailles relativement sanglantes, je dois dire. Mais ça ne veut pas dire que la vie de ces écrivains est facile. Ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Exactly what I was going to say. Merci. So yeah, the October 4th and then the November, I believe it is 15th events are already up on our website. So I will email those to everyone. The second 2 that'll be in the winter, it'll be a little longer until those are up on our website. But you can sign up for October, email everyone the link, as well as a link to the recording of today and the playlist of all of our previous recordings in case you're new and would like to watch any of those. Thank you. Thank you. Donc, et merci. Merci encore à Tess, à l'Athénéum et surtout à vous, à votre présence en ce mois d'août, pendant les vacances. Ça me fait très plaisir de voir beaucoup de visages familiers et j'espère vous retrouver donc dans 6 semaines. Merci. Grand merci, comme toujours, merci bien. Tess, excuse me, Tess, Yes. once we're registered, do we stay registered or do we need to register? You again? have to register for every event individually. Okay, Yes. thank you. But Absolument. Et si vous ne faites pas partie, j'ai également une liste d'envois avec environ 150 ou 160 adresses. Je fais des annonces régulières sur les conférences à venir aussi. Donc, si vous n'êtes pas sur ma liste et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire et je vous ajouterai sur la liste parce que je vous envoie également les liens que Tess envoie très gentiment. Tess, I am finished. I'm sorry. I don't ever know when you're done. No. Thank you. Thank you for bearing with me. Enjoy the rest of Merci your encore. summers, everyone, and your early falls, and we'll be back in October. Thank you. Très bien. À très Merci bientôt. Merci Au revoir à beaucoup. toutes. Au revoir. Thank à you. tous. Au revoir. Merci.